Merci Christophe. Bonjour à tous. Comme l'a dit Christophe, je travaille au laboratoire de biogéochimie et des contaminants métalliques à Ifremer de Nantes. Alors, le travail que je vais présenter est en fait celui effectué par les collègues qui sont mentionnés ici. Et c'est aussi un travail financé par la région Pays de Loire et dans le cadre de l'Observatoire des sciences de l'univers de Nantes Atlantique. Alors, je vais tout d'abord vous présenter le contexte dans lequel s'inscrivent les résultats nouveaux dont je vais vous faire part, hein. Et puis essayer de répondre avec vous à ces questions qui sont pourquoi est-ce important d'étudier d'une part la biogéochimie estuarienne d'éléments traces métalliques, comme par exemple le mercure, et ensuite pourquoi est-ce important d'étudier le mercure, hein, en tant qu'élément trace. En effet, au fil des décennies, le mercure est devenu un des éléments traces, un des éléments naturels dont les cycles biogéochimiques est les plus perturbés par l'activité humaine. Alors, ce que j'ai mis comme diapo ici, c'est les concentrations en mercure total présentes dans une carotte glaciaire. Alors, dans l'axe des ordonnées, on a donc les années qui remontent jusqu'au début du 19e siècle, jusqu'au milieu du 19e siècle et avant. Et donc, un regard assez rapide sur ce diagramme montre qu'un background, un bruit de fond naturel du mercure est très largement perturbé par les activités humaines depuis les années 1850. Alors, cette carotte glaciaire a été effectuée dans le Wyoming, dans le nord-ouest des États-Unis. En termes de biogéochimie globale, voici une schématisation donc du cycle global du mercure dans l'environnement. Alors, une chose que je viens de vous dire, qui est que ce cycle est extrêmement perturbé par les activités humaines. On peut penser au cycle du carbone qui, lui, est très perturbé. On en entend beaucoup parler en termes d'effets de serre et autres. Maintenant, le carbone, il y en a aujourd'hui 42% de plus que dans l'ère pré-industrielle, dans l'atmosphère, hein, c'est entendu, du carbone. Pour le mercure, il y en a 3 à 5 fois plus dans l'atmosphère aujourd'hui qu'il y en avait en 1850 ou avant. Donc, deux enseignements. Le premier, c'est que l'atmosphère est un réservoir important du mercure, qui est donc un élément volatile. Tout le monde le sait, mais c'est quand même important de le rappeler. Et puis aussi que c'est un élément dont le cycle à l'heure actuelle n'est pas à l'état stationnaire. On peut se demander alors comment se comportent les rivières, les estuaires, par rapport au mercure, puisque leur quantité arrivée à l'océan est estimée à 380 milliers de tonnes par an par les rivières, alors que les quantités évaporées, les quantités de mercure qui se volatilisent, sont 10 fois supérieures. Quand je disais qu'on n'est pas à l'état stationnaire, on voit ici que les flux de mercure vers les sédiments, pour l'instant, sont mesurés, mais c'est assez mal connu. Soit dit en passant, le mercure dans l'océan superficiel a triplé dans les 150 dernières années,
et on trouve que l'ensemble des masses d'eau terrestres, au moins dans les océans profonds, subissent l'empreinte humaine. Alors, je viens de vous dire donc que le mercure, dans l'atmosphère, il grimpe. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Une petite question légitime. Et en fait, quand on fait un camembert des apports humains atmosphériques, on peut diviser ça en grosso modo deux catégories. D'abord en orange, l'orpaillage artisanal, hein, ça c'est les orpailleurs en Guyane ou en Afrique ou en Indonésie qui volatilisent leur amalgame en le chauffant avec, sur un réchaud. Et puis les deux autres tiers, essentiellement liés aux activités industrielles, de production d'énergie ou de production de biens de consommation. Donc, vu comme c'est parti, à mon avis, le mercure et l'augmentation du mercure n'est pas prête de se ralentir. Alors, est-ce que c'est important? À vous de voir. Maintenant, on va prendre sur ce diagramme donc des dates et normaliser l'ensemble des teneurs rencontrées dans des prédateurs apicaux des réseaux trophiques marins. Donc, il y a bien sûr les humains, mais d'autres prédateurs. Et on a mesuré les taux de mercure dans ces prédateurs. On a assigné cette valeur pour les prélèvements modernes 100%, hein, et puis on en a analysé d'autres en remontant dans le temps. Et on s'aperçoit que, comme pour la carotte glaciaire, une très forte augmentation, même si elle est un petit peu brouillonne, mais il y a une très forte augmentation depuis 1850, hein, et en fait une multiplication par 10, 20 du taux de mercure dans ces prédateurs. Alors, le mercure, c'est un élément naturel. Mathieu a tout à l'heure dit qu'il y avait deux sortes de mercure. Le mercure méthylé qui est extrêmement toxique, qui a des effets, on va dire, assez délétères sur la santé des mammifères supérieurs, voire même des poissons, ça a été constaté, ou des sélaciens. Les activités humaines le rejettent dans l'environnement à cause d'eux ou pour permettre des activités industrielles ou autres, et ça finit par aussi avoir un impact sur la faune marine. Hein. Comme c'est un contaminant qui est très largement volatile, tout le monde est concerné, hein, puisqu'on respire tous. Maintenant, cette augmentation du taux de mercure dans l'atmosphère, on peut se demander comment est-ce que ça nous affecte, nous, en France. Et pour répondre à cette question, nous avons choisi la Loire, l'estuaire de la Loire qui se trouve ici. Alors, une des raisons pour lesquelles on a choisi la Loire, c'est que la Loire est un fleuve relativement peu anthropisé, en tout cas moins que la Seine ou que le Rhône, voire que la Garonne-Gironde. Il recouvre une partie significative du territoire français, une fraction importante du nombre d'habitants, et son estuaire comporte aussi, en proportion, les habitants et les activités industrielles. Sur cette vue extraite de Corinne Landcover, vous voyez donc les métropoles nantaises et nazériennes qui sont de part et d'autre de l'estuaire. Alors, ce que
Après avoir introduit le sujet, voici 3 questions auxquelles je vais essayer de répondre dans les quelques minutes qui me sont imparties. Tout d'abord, c'est comment est-ce qu'on étudie le comportement, avec quoi, et qu'est-ce qu'on trouve. Ensuite, par rapport aux questions posées tout à l'heure, puisque le mercure n'est pas à l'état stationnaire globalement, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on voit des changements à l'échelle de la décennie dans l'estuaire de la Loire. Et puis enfin, comme le mercure est un élément naturel, mais aussi un contaminant sévèrement légiféré, est-ce qu'il y a des implications de nos résultats pour la gestion environnementale? Alors tout d'abord, comment étudie-t-on le comportement? Alors, tout d'abord, il faut un cadre plus large, puisque maintenant les scientifiques étudient dans le cadre de projets plus importants. Et donc, nous avons participé au projet RS2E, qui était lui-même d'étudier le fonctionnement biogéochimique de l'estuaire de la Loire. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une petite partie de ce projet, la partie qui concerne uniquement le mercure. Ensuite, les échantillons étaient acquis durant la série de campagnes Camélia, auxquelles faisait allusion Mathieu tout à l'heure, où finalement l'objectif était d'obtenir des échantillons et des mesures de haute qualité d'éléments métalliques, depuis Nantes, grosso modo, jusque le Grand Estuaire, c'est-à-dire entre l'île de Noirmoutier et Belle-Île. La Loire est un estuaire très dynamique, c'est un estuaire macrotidal, peut-être de caractère un peu moins prononcé que la Pinzée. Néanmoins, il y a des gros coefficients de marée et aussi des crues et des étiages prononcés. Alors, voici une carte de l'estuaire de la Loire et la zone d'étude pour les profils que je vais vous présenter, se situe entre Saint-Nazaire et Nantes. Les campagnes Camélia se font à bord d'un navire de recherche côtier. Les campagnes sont réparties pour prendre en compte le cycle hydrologique et les coefficients de marée. Alors pour obtenir des échantillons propres et convenables, puisque le mercure est encore considéré comme un élément trace, les prélèvements se font donc par un pompage dans un tuyau en téflon, par une pompe en téflon qui débouche dans un conteneur embarqué, un conteneur à contamination contrôlée, c'est-à-dire qu'il est en surpression et l'air est filtré. Les échantillons sont en général analysés ultérieurement, sauf pour le mercure total dissous que je vais vous présenter tout à l'heure, puisqu'on s'est aperçu que pour cet élément qui est à la fois dissous et gazeux, le stockage pose des problèmes d'artefacts. Et donc pour assurer la qualité maximale des mesures de mercure, cela nécessite donc l'analyse à bord dans le conteneur embarqué. Voilà. Alors, l'analyse se fait avec ce dispositif-ci on prélève donc 40 millilitres d'eau filtrée qui est ensuite traitée, dégazée, le mercure vaporisé et piégé, puis ensuite relargué et quantifié par fluorescence atomique sur un détecteur embarqué. Les limites de détection en nanogrammes litres sont exprimées ici. Pour ceux qui aiment les picomoles, c'est 200,6 grammes par mol de mercure. Afin d'assurer la qualité des mesures et la reproductibilité, l'intercomparabilité, nous utilisons systématiquement des matériaux de référence certifiés et on les analyse très très fréquemment. Je ne vais pas vous parler de méthylmercure aujourd'hui. Les campagnes Camélia
ont donc ce type de calendrier. Vous voyez les différents trimestres avec les campagnes. Vous avez déjà vu aussi ce type de diagramme pour la Pinzé. Donc le voici pour les campagnes camélias avec le débit de la Loire en mètres cubes seconde, qui va donc de presque rien à plus de 3000 mètres cubes seconde. Et en couleur, les différentes campagnes camélias. Donc camélia 1, camélia 2 et 3. Pendant la campagne Camélia 2, d'accord, on a pu accéder à une crue, mais le débit a diminué d'un facteur 2 entre le début et la fin de la campagne, c'est-à-dire une semaine. Si on reprend ce diagramme, qui est théorique, puisqu'il est issu de modélisation, et permet de voir les différentes conditions de matière en suspension, dans l'estuaire de la Loire, les différentes campagnes sont reportées ici. On voit qu'en 3 campagnes sur 4, on a assez bien couvert les différentes conditions estuariennes. Alors, bon, je pensais que Mathieu en aurait parlé plus tôt dans sa présentation. Néanmoins, pour mieux comprendre les graphiques que je vais vous présenter tout à l'heure, un tout petit peu de mélange un rappel du mélange entre 2 pôles purs, un pôle fluvial et un pôle marin, avec une droite de dilution théorique. Si en fonction de la salinité, on a une courbe concave, c'est de la soustraction, sinon c'est de l'addition. Ceci est valable bien sûr pour la phase dissoute. Les matières en suspension sont schématiquement représentées ici en haut de l'estuaire. L'estuaire est aussi, s'il faut le rappeler, une zone de mélange des eaux et les changements physico-chimiques qui se déroulent dictent en fait le comportement des éléments traces, et pas l'inverse. Donc pendant les campagnes Camélia, par exemple, on a mesuré des taux de matière en suspension que vous voyez en haut coefficient de marée ou à coefficient plus faible, ce qui, pour le cadmium, donne ce type de résultat. Donc on se rapproche un petit peu des graphiques d'hystérèse qu'a présenté Mathieu plus tôt. Et chose aussi intéressante, voici les points pour le cadmium acquis 20 ans plus tôt. Donc avec nos séries de campagnes Camélia, on va pouvoir remonter dans le temps, et c'est ce que je vais faire pour le mercure, et que Christophe, qui a aussi un papier, a fait pour le plomb et les isotopes du plomb. Donc un autre aspect du programme Camélia est présent dans les posters. Donc quel est le comportement du mercure en Loire? Alors les données brutes, les données représentées à la même échelle sont présentes ici, 2012, 2013, 2014. On n'a fait que 3 campagnes, mais il y a 6 diagrammes. Pourquoi? Mais évidemment parce que c'est un estuaire macrotidal et il y a des coefficients de marée très différents pour chacun de ces graphiques. Là, on est en coefficient faible, 40, 30, 40, et là, on est plutôt au-dessus de 86 de coefficient. On a aussi une toute petite campagne ici, un tout petit bout de gradient, parce que le mauvais temps ne nous laissait pas sortir de l'estuaire. On ne pouvait pas quitter Saint-Nazaire, donc on n'est pas allé en mer réellement. Si on représente ces données-là, mais aussi avec l'aide des données de matière en suspension, tout en adaptant légèrement les échelles de concentration du mercure, toujours en nanogrammes par litre, 0 à 2, 0 à 3, et de matière en suspension entre 0 et 1 gramme par litre de matière en suspension. On a quand même différents types de comportements. Alors après avoir
triturer ces données en fonction de la marée, du débit et autres, on observe que finalement les facteurs les plus discriminants pour classer ces différentes campagnes, c'est le coefficient de marée. Alors, ce qu'on peut observer aussi sur ces diagrammes, c'est tout d'abord que le pôle marin qui se trouve quelque part par ici est de l'ordre du dixième de nanogramme par litre, ce qui est réconfortant pour la qualité des données. Ensuite, il est à peu près constant dans le temps, c'est effectivement ce qu'on souhaite avoir, hein, savoir que l'eau de mer ne change pas. Par contre, ce que l'on observe, c'est que les teneurs à zéro de salinité dépendent vraiment du débit. 250 mètres cubes jusqu'à 2500 pour la ligne rouge. Lorsque les coefficients sont très forts, cette dépendance est moins prononcée, puisqu'il faut aussi regarder ici les échelles des teneurs. Ici, on est 1 nanogramme litre maximum, alors que là, on est à 3. Quid un petit peu du mercure particulaire. Ce que l'on observe, c'est alors les courbes orange et bleu plus clair correspondent à la même campagne, hein, et rouge et bleu plus foncé à la même campagne. On observe donc que les matières en suspension, qui sont les symboles reliés par des traits, ont des comportements différents pendant la même campagne et suivant le type de marnage. Les teneurs en mercure particulière, les teneurs en mercure dans les particules, elles, sont relativement constantes lorsque le débit est très élevé, baissent un petit peu lorsque le débit est plus faible. Néanmoins, leur teneur en ppm est inférieure à 0,5 globalement. Pour chaque on va dire leg, hein, pour chaque leg, la moyenne des rapports entre les particules en suspension, les MES et le mercure particulaire reste constant. Néanmoins, on s'aperçoit que ce rapport MES sur mercure particulaire varie fortement à plus faible débit qu'à plus fort débit, hein, puisque ici il ne varie pas pendant l'estuaire. On a donc une information sur la nature de la particule et du fractionnement du mercure sur ces particules. En représentant ces données-là sur une échelle logarithmique, hein, et attention aux différentes échelles, on s'aperçoit que pour les forts coefficients et à une teneur en MES de 0,1 grammes par litre, on a deux types de mercure dissous, enfin deux types de données de mercure dissous, ce qui suggère vraiment une différence de comportement par rapport aux particules. Si on prend en exemple aussi ce graphique-là, la pente ici de ces données-là est de 1, ce qui tendrait à montrer que le mercure dissous est une fonction linéaire directe des matières en suspension, ce qui est cohérent avec l'idée que les particules et le mercure se comportent de manière identique dans tout l'estuaire. Donc, pour répondre pour résumer les réponses à la première question, les éléments traces métalliques, il faut de l'équipement approprié pour aller sur le terrain. Ce que l'on peut déceler du comportement, c'est éventuellement une légère soustraction, surtout en haut d'estuaire,
Et ce qui est aussi important de faire, c'est de bien maîtriser l'échantillonnage et l'analyse afin d'avoir des données fiables qu'on va pouvoir comparer à celles acquises précédemment. Ce qui m'amène directement à la deuxième question, est-ce que les changements sont détectables à l'échelle de la décennie? Donc là, j'ai repris mes 6 diagrammes que vous avez vus tout à l'heure, ici et là, et j'ai intercalé d'autres données produites aussi par le laboratoire, dans le cadre d'une thèse dans les années 90, 93 et 92, où les teneurs, représentées aux mêmes échelles, de mercure total dissous sont de l'ordre de 0,2 nanogramme par litre. Alors, ces différents diagrammes montrent bien la complexité du comportement du mercure en fonction de paramètres tels que la marée ou les matières en suspension. La comparaison directe de ce qu'on a pu obtenir, c'est-à-dire faire une moyenne plus ou moins écart-type, n'est peut-être pas appropriée. Ce qu'on peut dire, toutefois, c'est que les teneurs en mercure observé n'ont pas l'air on va dire, d'avoir augmenté d'un facteur 2 par rapport aux années 90. Enfin, l'analyse statistique fine permettra de le dire. Donc, peu de changements au niveau de mercure en 20 ans. Bien entendu, il faut avoir les données appropriées pour pouvoir les comparer correctement. Alors, par rapport à la question numéro 3, quelles sont les implications pour la gestion environnementale, on a vu que le cycle global du mercure tendrait à accroître de manière importante les flux de mercure par déposition dans le bassin versant de la Loire, mais qu'à l'exutoire de ce fleuve-là, on ne voit pas d'accroissement très important. Ça pourrait être interprété comme le fait que même si globalement la consommation et l'émission de mercure augmentent, là, les mesures locales de gestion de l'eau et de gestion du mercure sont efficaces. Ça pourrait être une interprétation. Pour conclure, donc, nous allons compléter donc, la description estuarienne pour la biogéochimie du mercure grâce à aussi des échantillonnages plus adaptés. Je ne vous ai pas parlé de prélèvement, de série temporelle de prélèvement à salinité zéro en amont de l'estuaire. Nous sommes aussi engagés dans la détermination un peu plus fine de la spéciation du mercure, à la fois les particules, le mercure gazeux dissous, mais aussi nous avons déjà des résultats de méthylmercure. Néanmoins, nous savons déjà que ce sera insuffisant pour appréhender l'ensemble des processus qui affectent le devenir du mercure dans l'estuaire. Et donc, il s'agirait donc de trouver d'autres outils et puis pourquoi pas l'isotopie pour permettre de tracer ces processus. On a aussi engagé dans un autre projet pour mieux quantifier et appréhender les sources locales. Ce projet s'appelle Polusol. Et enfin, on s'intéresse aussi au devenir de ce mercure plus au large, et nous avons, notre équipe, un deuxième poster qui traite de certains aspects du devenir du mercure dans le réseau trophique. Il s'agit du poster de Tiffaine Chouveau. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et serai heureux de répondre à des questions.